Bonsoir à tous. C'est très heureux de vous accueillir ici, mais je ne suis pas seul à vous accueillir ici. Nous sommes au moins deux et en réalité toute une équipe parce que ce dont nous allons parler ce soir, c'est vraiment d'une œuvre collective. Au moins deux, puisque Madame Duclos-Grésillet, qui dirige la DILA et qui est notre éditeur et nous fait l'amitié d'être là ce soir, et elle nous dira quelques mots juste après moi, mais aussi toute l'équipe qui a contribué à l'élaboration de cette année de la défense nationale, au premier rang desquels Guillaume Lasconjarias, qui prendra la parole tout à l'heure, qui a été vraiment le chef d'orchestre de la réalisation de cet ouvrage avec son équipe. Je voudrais simplement vous dire quelques mots de la genèse et de l'ambition de cet ouvrage. La genèse de cet ouvrage, elle est d'une certaine façon interne à l'IHEDN. Je sais que parmi vous, il y a des auditeurs de l'IHEDN qui ont suivi des sessions très récemment ou il y a un peu plus longtemps. Et pour l'IHEDN, vous le savez, l'IHEDN, c'est cet institut qui dépend de la Première ministre et qui organise des sessions pour sensibiliser les dirigeants et futurs dirigeants de ce pays aux grands enjeux de la défense nationale. Nous en organisons à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale, pour les jeunes, les un peu moins jeunes, etc. Et nos auditeurs restent en général extrêmement attachés non seulement à l'Institut, mais à ce qu'ils y ont fait, extrêmement avides de continuer à réfléchir et à diffuser l'esprit de défense. Et souvent, ils nous disaient on a un problème d'actualisation de nos connaissances. Et c'est vrai que, tout particulièrement en ce moment, le contexte stratégique évolue très rapidement et il devient difficile de s'y retrouver. Et souvent, on en vient à se dire, mais alors, les attentats, c'était en quelle année, etc., etc. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire et on en est venu à se dire que ce serait utile d'avoir un livre qui recense un peu tous les événements d'une année. Et ça a été finalement l'idée de cet annuaire stratégique qu'on a décidé d'appeler l'année de la défense nationale. Alors ce livre, il a trois caractéristiques qui en font un petit peu l'originalité. La première caractéristique, c'est que ce n'est pas un annuaire stratégique qui s'intéresse uniquement, par exemple, aux sujets purement militaires ou géopolitiques. Il couvre tout le spectre des sujets que nous étudions à l'IHEDN, c'est-à-dire tous les sujets de défense et de sécurité nationale. Pour être très rapide, quand on parle défense et sécurité nationale, on parle de sujets qui sont imbriqués les uns dans les autres. Au centre, vous avez la défense militaire, qui reste fortement singulière, marquée par l'emploi de la violence physique. C'est le domaine de la guerre. Et ma conviction, notre conviction étant entre la guerre et la paix, malgré tout, il reste une différence. Mais la défense militaire seule, ça n'est évidemment pas suffisant pour rendre compte de l'évolution de la scène stratégique. Et donc vous avez la défense nationale qui comprend la défense militaire, mais qui va au-delà puisqu'elle intègre toute notre capacité à nous protéger face aux menaces, donc aux atteintes intentionnelles à dimension politique contre nos intérêts, nos valeurs. Ça peut être nos intérêts économiques, ça peut être les atteintes à la cohésion nationale, ça peut être les atteintes numériques, ça peut être les atteintes à notre capacité à être autosuffisant dans le domaine énergétique ou alimentaire, par exemple. Puis au-delà, vous avez la sécurité nationale qui ajoute les grands risques systémiques. Il n'y a pas d'intention politique et pourtant, nous le savons tous, des grandes catastrophes naturelles ou technologiques, les pandémies ou les conséquences de très grands trafics peuvent porter atteinte à nos institutions. Et puis enfin, la sécurité internationale, parce que la France ne conçoit pas sa défense et sa sécurité nationale de manière autarcique, mais considère que la clé de toutes ces questions réside de manière ultime dans une saine coopération multilatérale. Et donc là, vous avez un peu la structure de cet ouvrage qui examine les principaux sujets d'une année donnée dans ces quatre cercles. La deuxième caractéristique de cet ouvrage,
c'est que chaque événement qui est analysé est accompagné d'un document, une déclaration, le texte d'une audition au Parlement, un grand discours du président, un grand texte stratégique, de façon à ce que, dans la durée, cet ouvrage puisse rester un instrument de travail pour tous, les étudiants, les enseignants, ou plus largement tous les citoyens de ce pays qui s'intéressent aux grandes questions de défense et de sécurité nationale. Et puis, troisième caractéristique, vous ne trouverez pas là-dedans des essais qui soient des brûlots, qui proposent une position, et donc il faudrait avoir d'autres articles pour voir l'autre position, se faire une idée. Ça donne, au contraire, de manière dépassionnée, factuelle, les fondements d'une réflexion à partir de laquelle vous pourrez, vous, définir votre position, vos convictions et porter des idées. Et donc c'est quelque chose de factuel, c'est une analyse froide des grandes données, d'un problème donné à partir d'un événement. Voilà. Et puis, peut-être que la quatrième caractéristique que j'ai oubliée, mais elle va de soi et Guillaume en parlera peut-être, c'est que c'est l'ADN 2024 qui, tu le diras peut-être pourquoi, qui couvre en réalité les événements de l'année 2022, parce qu'en 2023, on les a étudiés et maintenant, on va les publier pour qu'on puisse les lire, en tirer parti en 2024. Et donc, ça veut dire que l'année prochaine, eh bien, il y aura l'ADN 2025, et puis au fur et à mesure. Voilà. Et puis, cinquième caractéristique, c'est que ici, ce soir, vous pourrez évidemment vous procurer l'ADN 2024 à la fin de cet événement. Madame, si vous souhaitez dire quelques mots, ce serait avec grand plaisir que nous pourrons vous entendre. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, mon général, de m'avoir convié ce soir pour le lancement de l'année de la Défense nationale, qui est un projet de l'IHEDN qui nous a immédiatement enthousiasmés à la DILA et que je suis vraiment heureuse de voir porter ce soir sur les fonds baptismaux. Je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu me demander de prononcer quelques mots en introduction de cet événement. Et si vous le permettez, je commencerai peut-être par dire quelques mots sur ce qu'est la Direction de l'information légale et administrative, la DILA, parce qu'en général, personne ne sait quand on dit ça. En revanche, la plupart des gens connaissent nos productions. Pour n'en citer que quelques-unes, le journal officiel, tous les 6 jours sur 7, c'est nous qui publions le journal officiel, qui le finalisons et le diffusons. Le site Légifrance d'accès au droit, où là aussi, je pense que beaucoup d'entre vous ont l'occasion d'aller. Et puis le site, par exemple, servicepublic.fr, qui est le site qui permet de connaître tous ces droits administratifs, de faire ses démarches avec l'administration, donc qui est un des plus grands sites internet publics que sans doute, je pense, beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion d'utiliser. Le point commun à tout ça, c'est que donc, la DILA est une direction des services du Premier ministre, de la Première ministre, et qui a pour vocation de produire et de diffuser une information de référence avec une exigence de fiabilité, d'objectivité et de clarté. Qu'il s'agisse donc d'informations légales comme le journal officiel, d'informations administratives comme service public ou d'informations économiques comme par exemple le bulletin officiel des annonces de marché public que nous faisons également. Et c'est aussi avec cette triple exigence et avec l'ambition d'aider chaque citoyen à se construire sa propre opinion sur les grands sujets de société, sur les politiques publiques, que nous avons également une mission d'éditeur public. Éditeur public sous 2 angles. On est un éditeur numérique aujourd'hui, puisqu'on s'occupe du site viepublic.fr, que j'espère certains d'entre vous connaissent et que je vous invite sinon à aller consulter, car il y a énormément de ressources dessus, notamment les plus jeunes là, qui sont peut-être étudiants et qui ont encore des concours à passer. Il y a beaucoup de fiches qui vous expliquent les institutions, beaucoup d'actualités sur les politiques publiques, tous les grands discours publics et les rapports publics qui sont, comme le disait le général, aussi des éléments vraiment de référence. Donc je vous invite à y aller. Mais nous sommes aussi un éditeur papier classique historique depuis 1945 sous la marque La Documentation Française, sur lesquels donc les plus anciens d'entre nous notamment ont beaucoup travaillé. Donc dans le cadre de la Documentation Française, nous éditons des ouvrages en compte propre, donc qui portent sur les politiques publiques, l'économie, les sciences politiques. Et nous publions aussi 2 revues, dont vous pourrez voir des exemplaires tout à l'heure, 2 revues qui sont Cahiers français et Questions internationales,
qui vise donc un public d'étudiants, d'enseignants, d'acteurs publics, mais aussi donc tout citoyen qui s'intéresse à ces questions. Je me permets peut-être une petite insiste sur questions internationales compte tenu de l'auditoire de ce soir intéressé par les questions de défense et donc sans doute aussi de géopolitique. Questions internationales fête ses 20 ans cette année et nous avons notamment 2 numéros rétrospectifs particulièrement intéressants qui sont sortis, dont un est sorti récemment qui s'appelle La France dans le monde, qui retrace du coup 20 ans de relations internationales de la France, de position de la France dans le monde, de politique étrangère. Donc un numéro particulièrement intéressant. Et puis la semaine prochaine, nous sortons un autre numéro qui s'appelle Fracturation, 20 ans de relations internationales, que nous avons réalisé en collaboration avec le Centre Thucydide, qui lui aussi fête ses 20 ans, et qui organise un colloque à cette occasion-là. Donc 2 numéros intéressants, là aussi dans une logique de rétrospective sur une période un peu plus longue, sur 20 ans. En complément de ces publications, donc pour notre propre compte, nous faisons des publications pour les administrations. Et c'est donc dans ce cadre qu'est né le partenariat avec l'IHEDN qui nous a permis de concrétiser l'année de la défense nationale. Dès le départ, je peux vous le dire, le projet de publier un ouvrage annuel consacré aux questions de défense nationale nous a séduit l'équipe éditoriale. Ils étaient enthousiastes tout de suite, parce qu'en effet, il existait déjà plusieurs ouvrages que tout le monde connaît sur les questions internationales, les ouvrages annuels. Mais cette approche ciblée sur les questions de défense était vraiment sans équivalent. Et avec sa composition autour de contributions brèves et très structurées, l'ajout de documents de référence également, souvent des extraits de discours comme vous l'indiquiez, et puis bien sûr la qualité des auteurs, nous ont immédiatement convaincus de la pertinence du concept et de son ambition. Le projet en outre a été rondement mené, puisque les premiers échanges entre les équipes de la documentation française et les porteurs de projets à l'IHEDN, dont M. Lascanjarias, ont eu lieu au printemps 2023. Donc c'est assez récent. La qualité de ces échanges nous a permis la mise en place d'un partenariat rapide et efficace, là où parfois il se passe plusieurs années entre la présentation d'un projet et la publication d'un ouvrage. Ce sont moins de 6 mois qui se sont écoulés entre la signature de la convention qui a lancé notre partenariat et la publication de l'année de la défense nationale. J'en profite également, si vous me le permettez, pour remercier mes équipes éditoriales qui sont là ce soir, notamment Anne Decorte et François Cohen, qui se sont beaucoup investis dans ce projet. Au-delà donc des équipes éditoriales, en fait, la DILA offre une maîtrise complète de la chaîne éditoriale. Donc cet ouvrage a non seulement été édité chez nous, mais nous l'avons aussi produit et imprimé, puisqu'on a encore une imprimerie industrielle dans Paris, à la DILA. Et nos équipes en assurent en ce moment la promotion et la diffusion, à la fois par le réseau habituel de distribution, mais aussi donc en participant à un certain nombre d'événements spécifiques qui permettent de mettre en valeur ce nouvel ouvrage. Et nous avons notamment présenté l'ouvrage il y a très peu de temps lors du lancement de l'Académie de défense militaire qui nous a permis là aussi de lancer les premiers exemplaires de cet ouvrage. Pour terminer, cette collaboration donc, nous permet d'éditer un ouvrage de grande qualité, vous pourrez le constater rapidement, sur une thématique qui est vraiment de plus en plus centrale. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous, en général, de pouvoir l'inscrire au catalogue de la documentation française. Et je me réjouis tout particulièrement, comme vous le disiez, que ce partenariat s'inscrive dans la durée et que nous soyons déjà, mes équipes et les vôtres, en train de travailler à l'année de la défense nationale 2025. Donc beaucoup d'anticipation. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très belle soirée et une très belle lecture de cet ouvrage. Bien, mon général, madame la directrice, c'est un plaisir assez intéressant que d'être ici pour vous présenter effectivement, non pas ADN cette fois, mais rentrer dans le vif de ce que cet annuaire propose. Le général l'a rappelé, donc ce n'est pas une simple cartographie des dangers et des menaces que vous nous proposons, ce n'est pas non plus la seule grille d'explication d'un monde en profond bouleversement, à la fois géopolitique et stratégique, mais c'est bien une approche par les documents, afin que nous puissions mieux mettre en perspective les permanences, mais aussi les mutations de ce que l'on peut voir parfois comme des ruptures, parfois comme des surprises, et qui sont plutôt, et j'emprunterai ici ce terme, des rhinocéros blancs que des cygnes noirs. Et donc, ADN, c'est quoi ? C'est plus de 20 auteurs,
20 donc très belles contributions dans ces 4 cercles que le général a décrits. Et pour vous donner déjà une forme de mise en bouche, dirait-on, afin de donner aussi plus de présence pour ce projet, j'ai la chance ce soir de recevoir 3 des auteurs de cet ADN 2024, et je vais les présenter dans l'ordre dans lequel ils se sont installés. Tout d'abord, Isabelle Facon, qui est directrice adjointe de la Fondation pour la recherche stratégique, un des principaux think tanks français, et dont les domaines de spécialité, faut-il encore le préciser, sont la politique étrangère et de sécurité russe. J'en profite pour faire aussi un peu de publicité pour Isabelle, dont le dernier ouvrage s'intitule « Russie et Turquie, un défi à l'Occident ». Vous voyez, on n'est jamais si loin des problématiques qui nous concernent. Mon général, à côté, donc le général de division aérienne Vincent Breton, qui dirige le CICDE, le Centre interarmé de concepts, de doctrine et d'expérimentation. Vous êtes pilote, vous avez plusieurs milliers d'heures de vol à votre compteur et l'expérience de 30 années d'engagement militaire. Surtout, vous avez dans vos actuelles fonctions l'importance de la prise en compte du retour d'expérience de l'ensemble des conflits et l'Ukraine, à ce titre, est bien évidemment importante. Cela suit bien évidemment le passage que vous avez eu à l'état-major des armées, où vous étiez officier général, prospective et stratégie militaire. Vous êtes accompagné et à votre gauche de Nicolas Régo, cher collègue, vous êtes docteur en sciences politiques et vous êtes le conseiller aujourd'hui climat du major général des armées et au centre, pour cela, de la mise en œuvre de la stratégie climat et défense qui a été adoptée justement en 2022. Vous êtes un ancien chercheur senior à l'IRSEM et vous êtes aussi le co-auteur d'un ouvrage particulièrement intéressant et que je recommande, Guerre chaude, sur les enjeux stratégiques du changement climatique. Vous voyez donc 3 auteurs avec des visions particulières, avec des articles sur lesquels nous allons maintenant venir. Et je me tourne vers vous pour justement rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, je vais commencer en montrant ou en rappelant que ces articles sont tous structurés de la même façon. Et ils essaient de poser de façon neutre, dépassionnée, mon général, vous l'avez dit, 3 éléments. C'est beau comme de l'antique, hein, quelque part. Le contexte, l'analyse et les perspectives. Et donc, dans les quelques 35-40 minutes qui vont nous occuper, j'espère qu'ils vont vous passionner, je vous propose, pour chacun d'entre vous, en fait, de débuter par le contexte. Isabelle, mon général, tous les deux, vous traitez de la guerre d'Ukraine, et chacun avec une perspective différente, puisque d'un côté, nous avons les raisons de l'entrée en guerre, et de l'autre, la façon dont cet événement, finalement, est perçu. Un événement imprévu, peut-être impensable, mais qui nous oblige littéralement à repenser notre manière même de penser et donc de faire la guerre. Isabelle, acceptes-tu donc de nous rappeler les raisons initiales de cette guerre? Ont-elles aussi profondément changé depuis finalement maintenant presque 2 ans? Ou observe-t-on une radicalisation? Alors, effectivement, on m'avait demandé de commenter la déclaration de Vladimir Poutine le 24 février 2022, donc la déclaration d'entrée dans l'opération militaire spéciale, puisque c'est toujours comme ça qu'elle est présentée en Russie. Et donc la raison de la guerre est assez simple et ça apparaît très clairement dans son texte, c'est que l'Ukraine, que la Russie a quand même toujours peiné à concevoir comme un État pleinement souverain, avait le tort de dériver un petit peu trop vers le monde euro-atlantique. Et c'est ce que dit Poutine le 24 février, quand il déplore qu'elle soit devenue je le cite, une anti-Russie complètement sous contrôle de l'Occident collectif, décrit comme inamical. Et c'est vrai que dès la 2e phrase de cette allocution, Poutine intègre le facteur élargissement de l'OTAN. Et c'est vrai que c'est 80% en fait, j'ai compté, du discours de Poutine qui est consacré finalement plutôt au grief qu'il a envers l'Occident. Et donc il intègre le facteur élargissement de l'OTAN, les effets négatifs pour la sécurité de la Russie, et c'est clairement une référence à l'évolution de la relation entre l'Ukraine et l'OTAN, avec
l'annonce en 2008 que l'OTAN fera une place à l'Ukraine un jour. Depuis l'annexion de la Crimée, le développement des coopérations militaires entre l'OTAN, certains de ses pays membres et l'Ukraine. Et puis enfin en 2019, le fait que l'Ukraine amende sa constitution pour y inclure l'objectif d'adhérer à l'OTAN. Alors on entend aussi dans ce discours de Vladimir Poutine, ce qui est très frappant, c'est qu'il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre ou ne peut pas comprendre, je ne sais pas, que le sentiment national ukrainien est devenu une réalité et qu'il s'est construit en bonne partie contre la Russie depuis 2014 et l'annexion de la Crimée, ce qui s'est passé dans le Donbass. On le sent parce qu'il propose aux Ukrainiens d'aller de l'avant ensemble, là je le cite. Il appelle les Ukrainiens à refuser les ordres criminels, je le cite toujours, de la junte anti-peuple qui est à Kiev et qui est poussée, selon lui, par l'Occident à développer un projet anti-Russie. Et ce qui est frappant, c'est que même l'armée ukrainienne est appelée par Vladimir Poutine à déposer les armes et à entrer dans une forme de partenariat avec la Russie. Et c'est pour ça qu'il parle d'opération militaire spéciale, c'est parce que dans son esprit, les Ukrainiens n'opposeront pas une résistance très forte et il sera plus ou moins aisé d'installer un gouvernement plus conciliant vis-à-vis de Moscou à Kiev. Et ça renvoie à un problème général de la politique étrangère de la Russie et notamment vis-à-vis de ses voisins, qui est une politique qui a toujours été fondée davantage sur la coercition ou la pression que sur la séduction. Et ce qui était très intéressant de voir dans les mois qui ont suivi l'entrée en guerre de la Russie en Ukraine, c'est que certains de ces pays voisins n'ont pas hésité à dire son fait à la Russie en disant « respectez-nous ». Et ça, on l'a vu en Asie centrale, on l'a vu également dans le Caucase. En tout cas, on comprend qu'il en veut massivement aux Occidentaux, ce président russe, puisque le texte est vraiment marqué par un esprit de revanche. Il revient sur tous les sujets sur lesquels, en fait, à ses yeux, les Occidentaux se sont mal comportés au cours des 30 dernières années. Et c'est vraiment clairement aux pays occidentaux que s'adressent les références très claires au nucléaire dans cette même allocution qui signifie « entendez-moi, cette fois-ci, entendez mes lignes rouges ». Et c'est vrai que si Poutine s'est permis cette intervention également, c'est d'abord parce qu'il pensait, encore une fois, que les Ukrainiens plieraient relativement rapidement, mais aussi que nous serions, comme nous avions été, c'est assez vrai quand même, les années précédentes, d'une part divisés, d'autre part absorbés par nos crises internes. Et finalement, les choses se sont passées un petit peu différemment. Et tu me posais la question de est-ce que les choses ont évolué depuis au niveau même des objectifs finalement affichés. Alors, c'est pas forcément toujours très clair, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, en Russie, on ne parle plus tellement ou plus du tout pratiquement de dénazification ou de démilitarisation de l'Ukraine, ce qui était là aussi dans cette allocution du 24 février et qui était censé être les objectifs de cette opération militaire spéciale. Et assez vite, cette opération, elle a été présentée beaucoup plus fréquemment comme une guerre défensive de la Russie face à un Occident collectif qui voudrait sa peau, en quelque sorte. Alors d'abord, c'est vrai que c'est comme ça que sont perçues les sanctions en Russie et même l'aide militaire massive des Occidentaux à l'Ukraine, puisque Poutine, dans un autre discours sur la guerre, il y en aura un certain nombre, expliquera que, selon lui, la Russie a contre elle toute la machine militaire de l'Occident collectif. Il y a aussi une part d'instrumentalisation dans ce discours sur « nous sommes face à une menace », une forte pression occidentale sur nous, puisque c'est assez porteur dans l'opinion publique. Je ne veux pas dépasser mon temps, donc je ne développerai pas. C'est aussi porteur, on en reparlera, je pense, dans une partie de l'opinion publique internationale, mais je ne pense pas que ce soit que de l'instrumentalisation. Et si, initialement, il s'agissait surtout, dans cette opération, de profiter de la faiblesse perçue des Occidentaux pour faire rentrer l'Ukraine dans le rang, aujourd'hui, il s'agit vraiment, dans l'esprit du Kremlin, de faire en sorte que le conflit soit l'occasion d'une redéfinition radicale de l'ordre international avec à la clé un affaiblissement du rôle de l'Occident. Et c'est pour ça que le papier est intitulé « Une guerre pour un autre ordre international ?» point d'interrogation. Mon général, vous observez de l'autre côté la manière dont ce conflit, quelque part, est reçu et dont il compte pour la transformation de nos armées. Même chose, donc, qu'a-t-on vu dans quel contexte finalement pour les armées occidentales intervient ce conflit en Ukraine et qu'est-ce qu'il traduit finalement? Merci Guillaume.
effectivement, l'agression russe, pour commencer, l'agression russe en Ukraine, elle constitue une vraie tragédie dont je pense le monde se serait bien passé. La France, en tout cas, ne l'a pas souhaité, clairement. On n'en tire aucun bénéfice, bien au contraire. Maintenant, voilà, cette guerre est là. Et donc, elle est là et on est bien obligé de composer avec. Et c'est notre devoir de l'observer avec attention et d'en tirer le maximum de leçons pertinentes pour déjà aider au mieux les Ukrainiens à travers l'aide militaire notamment qu'on leur fournit. Et puis également pour éventuellement, malheureusement, nous préparer au pire, à savoir un toujours possible risque d'escalade. Donc voilà, on a effectivement avec cette guerre, il y a un remarquable théâtre d'expérimentation, grandeur réelle d'une guerre de haute intensité, et qui plus est, dans laquelle qui plus est impliqué notre principal compétiteur stratégique, à savoir la Russie. Donc il y a énormément de leçons à tirer de cette guerre. Donc j'en mentionne un certain nombre dans l'article, dans la revue, dans ADN. Je vais vous en citer 6 qui me semblent absolument essentielles. La première, c'est cette guerre, elle démontre bien l'extension des domaines de conflictualité. On en reparlera peut-être un peu plus tard dans nos interventions. La deuxième leçon, c'est on constate bien la transparence accrue du champ de bataille. Il est de plus en plus difficile de se cacher sur le champ de bataille. Mais à l'inverse, c'est le troisième point, c'est qu'il reste toujours difficile de comprendre les intentions de nos adversaires, notamment nos adversaires dont les décisions sont prises dans des cercles très restreints, très fermés, très opaques, dans des cercles qui ne partagent pas forcément la même rationalité, en tout cas dont la rationalité parfois nous échappe. Et donc, voilà, donc le champ de bataille est de plus en plus transparent, mais il reste toujours, malgré tout, très difficile de comprendre les intentions exactes de nos adversaires. Quatrième point, c'est qu'il faut de la profondeur stratégique pour durer dans une guerre aussi longue. On doit être au 652e jour, je crois. On a dépassé les 650 jours de guerre. Pardon. C'est un mauvais réflexe français, ça. Donc, qui aurait parié le 24 février 2022 une guerre aussi longue? Moi, je me souviens, beaucoup des commentateurs les plus avisés disaient mais ouais, l'Ukraine avait plié en 5 jours, ça va. Enfin, même les Américains qui connaissaient très bien l'Ukraine pour les avoir formés depuis 2014 étaient quand même assez inquiets. Donc voilà, plus de 650 jours de guerre, il y a quelque chose avec ça. 650 jours de guerre, c'est absolument incroyable. Donc l'Ukraine, elle tient sa profondeur stratégique du soutien massif et décisif des Occidentaux. La Russie, elle dispose d'une profondeur stratégique à l'échelle d'un continent qui est très riche en matières premières. Et puis la Russie, surtout, a conservé énormément d'équipements, de matériel, de munitions, en fait, de la guerre froide, avec une logique patrimoniale, on ne jette rien. Voilà. Et puis également, les deux belligérants, en fait, ont vraiment basculé en économie de guerre. Aujourd'hui, l'essentiel de leurs ressources, l'essentiel de leur industrie est aujourd'hui tourné vers le soutien à l'effort de guerre. Cinquième leçon essentielle, c'est qu'il faut également disposer de sacrées forces morales pour durer dans une guerre aussi longue. Donc les deux belligérants sont vraiment dotés de sacrées forces morales, objectivement. Donc ça ne sert à rien en fait d'avoir des équipements modernes, nombreux, performants, si vous n'avez pas derrière des hommes et des femmes pour les mettre en œuvre, et des hommes et des femmes qui sont courageux, qui sont aguerris, qui sont animés par un moral très fort. Voilà. Et donc et derrière aussi la cohésion de la nation qui fait corps derrière ces soldats, elle est absolument essentielle. Et la guerre, ça reste vraiment un affrontement des volontés et des forces morales. Voilà. Sixième grande leçon, c'est aussi la capacité d'innovation et d'adaptation des deux belligérants qui est absolument remarquable. Alors, c'est clair, on a cette vision positive du côté ukrainien, mais on voit les Russes aussi s'adaptent. Donc aussi, ça doit nous faire réfléchir pour l'avenir. Et donc la boucle de l'adaptation là entre le glaive et le bouclier est absolument décisive. Et il est très rapide dans cette guerre. On le voit notamment en ce qui concerne les drones.
C'est très intéressant ce qu'on voit sur les drones. Il faut en moyenne 6 mois pour que un des belligérants en fait, trouve la parade à une innovation développée par son adversaire. Donc voilà, les matériels deviennent très vite obsolètes et la vérité d'un moment n'est pas vraie très longtemps, on va dire. Voilà. Et n'est pas valable très longtemps. Donc voilà, très schématiquement, un peu sur les grandes leçons qu'on tire nous, de cette guerre. Maintenant, il faut quand même être toujours prudent et puis humble avec ce qu'on voit, parce que cette guerre, on la regarde quand même de loin. On peut surinterpréter des choses, on ne voit pas forcément tout. On a forcément un prisme un peu déformant, on a des biais dans nos analyses. Et puis aussi, c'est pas forcément le type de guerre que la France serait amenée à mener dans les prochaines années. Il est quand même assez improbable que la France soit confrontée exactement au même scénario que celui auquel est soumis l'Ukraine. On n'a pas la même géographie, on ne fait pas partie des mêmes alliances, on a la dissuasion nucléaire. Voilà. Par contre, c'est à peu près évident que dans ce qu'on voit en Ukraine, il y aura des similitudes, il y a des similitudes avec nos engagements à venir. Donc il y a effectivement une part importante de leçons à en tirer. Merci. Alors, dans ADN, il n'y a pas que, même si vous comprenez bien à quel point ce qui s'est passé le 24 février 2022 a radicalement transformé dans le monde dans lequel on vit, on a aussi la volonté dans ADN de se porter vers d'autres sujets dont on considère que, pour d'autres raisons, ils sont tout aussi importants. Et alors, c'est intéressant, justement, et je me tourne vers vous, Nicolas Rego, parce que, alors, c'était pas choisi, mais nous sommes aujourd'hui en plein milieu de la COP28, et justement, dans votre article, vous évoquez la transition énergétique, vous évoquez la décarbonation, la question de la sobriété. Qu'est-ce que cela voulait dire en 2022, au moment où est adoptée plutôt la stratégie climat et défense? Qu'est-ce que ça voulait dire pour les armées et qu'est-ce que cela signifie donc de parler, de faire finalement non pas la guerre au climat, mais de transformer notre façon de penser et de raisonner en tant que système de défense face au changement ou au dérèglement climatique? Oui, merci Guillaume. D'abord, il y a un élément de contexte général qu'il faut prendre en compte. Alors, on parle beaucoup de l'Ukraine, et c'est tout à fait normal, ou du Proche-Orient, mais il y a un changement climatique qui fait plus de victimes que toutes ces guerres réunies. Mais ce sont des guerres, une guerre de nature différente. C'est je dirais, un phénomène qui fait des morts, mais des morts en silence. Mais bien plus, en morts ou en blessés ou en déplacés ou en catastrophes matérielles. Ça, c'est une réalité qui va s'amplifier et tous les acteurs doivent agir. Alors les acteurs civils, bien sûr, et vous parlez de la COP 28, ça engage nos sociétés. Et dans nos sociétés, eh bien, il y a la défense. Et la défense a un rôle à jouer pour faire face à ces bouleversements présents et à venir. Et nous avons toute la connaissance pour cela. Alors il y a deux grands piliers dans les travaux du GIEC, dans les travaux aujourd'hui des COP. C'est le pilier de l'atténuation, vous en avez parlé. Ce n'est pas tellement le cœur de mon article, mais c'est évidemment, il faut que nous puissions contribuer aussi, comme les autres, aux efforts d'atténuation, aux efforts de préservation de la nature et de la biodiversité. Et puis il y a un autre volet qui est celui de l'adaptation, parce que les capacités militaires, nos armées, les forces, notre capacité aussi à être performants dans les conflits présents et à venir, eh bien, ça tient à notre capacité d'adaptation et à notre résilience. Et le changement climatique affecte les deux. Alors, le contexte en France, c'est un élément au niveau national. Eh bien, nous avons abordé cette question, surtout depuis le début des années 2000, à travers des politiques en faveur de la protection de la nature, de la biodiversité, de la décarbonation dans une certaine mesure. À travers la stratégie de développement durable de 2012, à travers la stratégie énergétique de défense en 2020, qui était surtout une politique d'adaptation, avec aussi des externalités positives en matière d'atténuation. Mais dans l'ensemble de ces politiques publiques et du ministère des Armées,
il n'y avait pas grand-chose concernant l'adaptation, ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité climatique, c'est-à-dire comment nous réagissons aux impacts présents et à venir du changement climatique sur les forces. Alors, certes, la défense verte, c'est-à-dire notre contribution aux politiques publiques en matière de développement durable, nous avions engagé pas mal d'efforts depuis une vingtaine d'années, mais en matière de sécurité climatique, nous n'étions pas extrêmement bons. Certes, lors de la COP 21, en 2015, nous avions organisé, à l'initiative du ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, une grande conférence internationale des ministres de la Défense et des hauts responsables sur le changement climatique et la défense. Et donc, nous avions commencé à planter un peu le décor des enjeux de défense du changement climatique. Mais ça n'a pas abouti à permettre une transformation progressive des armées. Ça a permis néanmoins de disposer d'outils, de connaissances et d'anticipation des effets géopolitiques, géostratégiques du changement climatique, ce qui est déjà pas mal à travers donc cet observatoire. Deuxième élément important, au niveau international, ce n'est pas un sport de masse, les stratégies climat et défense. Les Américains ont montré le chemin depuis la fin des années 90. Ils ont mis en exergue, éclairé les enjeux de sécurité, les enjeux stratégiques et de défense du changement climatique. Et ce sont les premiers à avoir décliné, dans une certaine mesure, une politique visant à s'adapter, notamment à adapter les infrastructures. Les Britanniques ont été aussi en Europe certainement pionniers, et puis il y a eu, comme ça arrive souvent dans ce pays, un creux qui a duré assez longtemps jusqu'à un réveil récent en 2021. Donc les éléments qui nous ont fait adopter cette stratégie climat et défense, et cela qui est partie contextuelle, eh bien c'est aussi un changement international important. L'administration Biden a mis fin au climato-scepticisme de l'administration Trump. Dès l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, il a adopté un executive order qui a permis d'enclencher tout un ensemble d'actions en matière de sécurité nationale liées au changement climatique. Et ça a été un grand réveil et ça a effectivement permis de faire bouger les lignes, notamment à l'OTAN, avec un plan d'action climat qui a été adopté au sommet de Bruxelles en juin 2021. Et l'Union européenne est également réveillée avec une feuille de route du Service européen d'action extérieure. Puis après, vous le savez, la boussole stratégique donc de mars 2022 a précisé que l'ensemble des États membres de l'Union européenne devaient disposer d'une stratégie nationale climat et défense d'ici la fin de l'année 2023. Donc ça a effectivement fait bouger les lignes et fait que le cabinet du ministre, de la ministre à l'époque, en février 2022, a demandé à l'état-major des armées d'élaborer une stratégie climat et défense qui lui a été remise très vite, une approche très top-down, au 1er avril, pas une blague, et qui a été adoptée quelques semaines après. Donc ça, c'est le contexte général, et ça a permis justement de dessiner une route pour enclencher le changement de manière globale. Voilà. Alors, vous voyez bien, l'intérêt donc de ces articles d'ADN, c'est à la fois de comprendre le temps long, le temps court, et l'articulation justement, comment est-ce que se dessinent des stratégies, comment se dessinent aussi des tendances ou des inflexions géopolitiques. Alors, à chacun d'entre vous, maintenant, je vais poser finalement presque une double question. Vous utilisez chacun, en fait, des documents de nature spécifique. Ils sont assez particuliers. Vous les avez choisis, on vous a aidé quelquefois. Isabelle, tu me diras le contraire. On vous a accompagné sur le choix de certains. En quoi, cependant, reste-t-il pour vous important? Et puis, ensuite, on avancera, si vous voulez bien, vers où en est-on maintenant et surtout, quelles sont les perspectives qui se dessinent. Je propose de commencer cette fois par Nicolas. Donc, vous avez terminé avec l'arrêt sur ce document, donc stratégie climat-défense. Que dit-on
dans ce texte-là, en quelques mots, et puis surtout, quelle voie cela semble-t-il finalement dessiner? Très bien. Alors, il y a des pays sérieux pour lesquels les livres blancs, les stratégies, ce sont des guides, ce sont des textes qui sont fondateurs et que l'on va décliner sérieusement parce qu'ils sont adoptés à haut niveau, et c'est le cas en France. Donc cette stratégie est importante, c'est un document central qui donne une vision générale haute des enjeux stratégiques liés au changement climatique et qui décline des grands axes d'une politique à conduire dans les années et les décennies à venir. 4 axes ont été déterminés comme fondamentaux. Le premier, c'est développer nos outils de connaissance et d'anticipation, en s'appuyant cette fois-ci sur, je dirais, davantage les institutions scientifiques, celles qui vont pouvoir éclairer l'avenir et éclairer les changements pour lesquels nous devons nous adapter. Et c'est le fondement de l'action. La connaissance et l'anticipation, c'est à partir de ça qu'on va pouvoir engager une politique d'adaptation. Le deuxième axe, c'est donc l'adaptation des armées. C'est le cœur de la stratégie. C'est là où la marche est haute et c'est là où l'effort est le plus grand à conduire. Ça va s'inscrire sur des années, des décennies. Donc il faut, je dirais, considérer qu'effectivement, c'est le cœur. Il faut être résilient et il faut nous adapter et, le cas échéant, tirer aussi parti, quand c'est possible, des changements que nous allons connaître. Le troisième axe, c'est la poursuite de nos efforts collectifs pour contribuer aux politiques publiques de développement durable, protection de la biodiversité, etc. Et déjà, des politiques ont été engagées, il faut les poursuivre. Il faut aussi que nous soyons reconnus comme un acteur qui fait tout son possible, malgré nos spécificités qui sont, vous les connaissez bien, qui ne sont pas toujours en parfaite adéquation avec les efforts de décarbonation. Nous avons nos propres contraintes, mais la sécurité de la nation est essentielle et parfois cela prévaut sur nos ambitions en matière de décarbonation en particulier. Le dernier axe est important également, c'est ce que les Américains appelleraient un enabler, c'est-à-dire c'est ça qui facilite les choses, c'est la coopération. La coopération, elle est conçue dans la stratégie à 3 niveaux. Au niveau national, parce qu'on ne va pas faire ça tout seul. On a besoin de nos partenaires ministériels, on a besoin des institutions scientifiques, on a besoin des think tanks, des universités. Bref, on a beaucoup à partager, à apprendre, aussi à contribuer à l'action des autres. On peut le faire. Au niveau et j'ai oublié le premier niveau, qui était le niveau interne. Il faut décloisonner ce ministère, qui travaille souvent de manière parfois un peu en silo. Chaque service ou chaque armée travaille parfois un peu en silo. Or, il y a déjà des choses qui ont été engagées. Il y a déjà des initiatives qu'il faut mieux partager pour agir ensemble. Donc, la coordination de l'action est absolument essentielle. Et le dernier axe, bien sûr, c'est la coopération au niveau international, parce que ça bouge beaucoup, très vite, au niveau de l'OTAN. C'est une vraie machine, elle est organisée pour mettre en œuvre le changement. Donc l'OTAN, c'est un grand moteur. L'Union européenne est également un moteur, et nos partenaires européens, nous avons beaucoup de choses à faire avec eux. Et puis c'est un thème aussi qui devient très important dans notre coopération avec des pays du Sud global, comme on dit aujourd'hui, parce qu'il y a des attentes à notre égard de leur part, parce qu'il y a nos partenaires sont aussi confrontés à des défis innombrables, et nous pouvons contribuer, je dirais, par un partage d'informations, d'analyses, de capacités. Nous pouvons aussi contribuer à leur résilience et au fait qu'ils puissent surmonter l'ensemble de ces défis. Voilà, ça c'est, je veux dire, c'est le plan d'action. Je vais le détailler un peu parce que le plan d'action, il a été adopté en octobre. Il y a plusieurs ateliers, 5 ateliers, qui ont une feuille de route, ont un mandat, et ils doivent délivrer dans cette phase 1 du changement, c'est-à-dire fin 2022, fin 2024. Ils doivent travailler sur un certain nombre de documents, de travaux qui vont être la base même d'un plan d'action de plus long terme à l'horizon peut-être du milieu du siècle. Merci beaucoup.
Alors, mon général, vous choisissez dans votre texte l'audition du SEMA. En quoi est-ce que ce texte, finalement, se trouve à l'intersection entre ce que vous nous avez déjà dit, à savoir la prise de conscience de ce que l'on observe à ce moment-là en Ukraine, et puis maintenant, qu'est-ce que cela dit de manière beaucoup plus générale sur l'évolution de la conflictualité? Effectivement, c'est le verbatim d'une audition du SEMA devant, donc le 13 juillet 2022, donc la veille du 14 juillet, devant l'Assemblée nationale, enfin plus exactement devant la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Donc à cette occasion, en fait, il était posé au SEMA la question de venir partager avec les députés son appréciation du contexte stratégique international et puis également une première analyse de l'agression russe en Ukraine. Alors pourquoi ce document est important? Alors je m'étonne pour poser la question, mon cher Guillaume. C'est parole d'évangile, c'est parole du SEMA. Non, je plaisante. Ce document, il est important parce que, en fait, il vient souligner 3 tendances de fond qui sont à l'œuvre depuis en fait une grosse dizaine d'années et qui finalement connaissent leur point d'orgue avec cette guerre en Ukraine, donc depuis le 24 février 2022. La première tendance de fond, ça concerne en fait l'évolution de notre environnement stratégique, qui est marqué par un retour des compétiteurs stratégiques qui contestent ouvertement l'ordre international, qui sont clairement désinhibés dans leur façon de faire, c'est-à-dire qu'en fait ils privilégient les rapports de force, ils n'hésitent pas à recourir à la violence et à l'action militaire pour accéder à leur volonté. Donc voilà, pour faire simple, c'est le monde actuel, en fait, dans le monde actuel, clairement la force supplante le droit. Donc ça, c'est la première tendance. La seconde tendance, elle porte sur l'extension des domaines de conflictualité. Pour faire simple, en fait, les hommes, au départ, se battaient sur terre. Ensuite, ils ont découvert les bateaux, donc ils se sont battus aussi sur la mer. Ensuite sont arrivés les avions, ils se sont battus aussi dans les airs. Et maintenant, vous voyez, ils se battent aussi dans le cyberespace, dans le champ informationnel, dans le spectre électromagnétique, demain dans le spatial. Donc, on voit bien avec cette guerre l'importance que revêtent ces 7 milieux et champs de conflictualité qui sont vraiment sévèrement disputés par les deux belligérants. Voilà, la troisième tendance de fond, c'est le changement d'échelle. Le changement d'échelle de la menace qui nous guette. On monte clairement de plusieurs crans quand même avec cette guerre par rapport à nos engagements asymétriques de ces 30 dernières années et par rapport à la menace terroriste qui malheureusement n'a pas disparu. Donc on voit dans cette guerre un changement d'échelle dans le nombre de morts et de blessés. Le jour où on aura la vérité des prix, je pense qu'on sera tous choqués. Aujourd'hui, c'est un chiffre secret des deux côtés, mais ça va vraiment nous choquer le jour où on saura la réalité. On note un changement d'échelle dans l'attrition des équipements, dans les consommations de munitions, et puis un changement d'échelle également dans la mobilisation des deux nations qui sont complètement tournées vers le soutien à l'effort de guerre. Donc voilà, donc document important parce qu'il décrit un environnement stratégique qui se dégrade, une extension continue des différents domaines de conflictualité, et puis un changement d'échelle dans les menaces qui nous guettent. Alors, si on essaie de jeter un peu des perspectives sur le conflit ukrainien en tant que tel, on a vraiment le sentiment qu'on est rentré quand même dans une guerre d'usure. Il y a un vrai risque que ce conflit s'enlise, se fige en fait le long d'une ligne de front assez proche de celle actuelle. Et c'est aujourd'hui malheureusement le scénario qui apparaît le plus probable, même si ce n'est pas forcément le plus dangereux. Le scénario le plus dangereux, ce serait une escalade à l'OTAN. Ensuite, sur l'évolution de la conflictualité telle que j'ai décrit, cette grande toile de la conflictualité qui s'étend en permanence, ça va continuer naturellement. Je pense que le ciel va être notamment le lieu le plus visible de cette extension. Je pense notamment à l'espace exo-atmosphérique, mais également à ce qu'on appelle la très haute altitude, c'est-à-dire la tranche d'altitude située entre 20 et 100 km. Là où aujourd'hui les avions ne volent pas et les satellites non plus. Et donc on l'a vu, on l'a vu il y a à peu près un peu plus d'un an là, avec les fameux ballons
des ballons chinois. Voilà. Donc ces zones du ciel vont devenir de plus en plus des zones de compétition, contestation et affrontement. Même chose au niveau des fonds marins. On en a vu les prémices il y a à peu près 1 an, effectivement, avec le sabotage de Nord Stream. On l'a vu récemment aussi avec des dégâts, des dommages causés sur des câbles ou des gazoducs là, reliant la Finlande et l'Estonie. Voilà, ça c'est n'est que le début. Voilà, donc derrière cette extension des domaines de conflictualité, il y a des risques et des opportunités. Donc les risques, c'est que cette extension, elle porte en soi, elle est propice, je dirais, aux stratégies hybrides qui vont chercher à se dissimuler dans les milieux qui ne sont pas peu régulés ou qui font encore l'objet d'une certaine opacité, où il est difficile encore on peut encore se cacher. Voilà. Ensuite, parmi les risques, le vrai problème, c'est que c'est un problème budgétaire, en fait. Parce que finalement, cette toile de la conflictualité, on dispose d'un pot de peinture pour couvrir les risques, pour couvrir les menaces sur cette toile. La toile augmente, le pot de peinture aussi, mais pas au même rythme. Et donc, ça nous oblige à étirer la peinture au risque d'avoir des capacités échantillonnaires, ou ça nous oblige aussi à laisser des trous. Donc ça, c'est un vrai sujet. En revanche, il y a des opportunités. Les opportunités, c'est que finalement, à disposer de très nombreux milieux et champs dans lesquels on peut attaquer l'adversaire, on a la possibilité de venir saturer les défenses de notre adversaire. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Jouer simultanément sur plein de leviers pour saturer ses défenses. C'est tout le concept d'opération multidomaine, d'opération multimilieu, multichamp. Voilà. Merci mon général. Revenons et terminons dans un premier temps en fait, ce premier tour de table avant d'ouvrir à la salle. Dans le texte du 24 février 2022, il y est marqué, j'ai retenu Isabelle, que les politiques irresponsables vis-à-vis de notre pays en Occident sont finalement la cause d'à peu près tout. Alors, c'est pas moi qui le dis. Non, c'est pas toi qui le dis, je sais bien, c'est à peu près, mais c'est la vision en fait qu'a la Russie de ses rapports avec l'Occident. Alors, je vais pas poser une question qui serait assez finalement évidente en disant où en est-on de relations qui aujourd'hui paraissent de plus en plus, qui n'ont finalement que peu évolué ou qui ne permettent pas d'avancer. En revanche, vers qui d'autre aujourd'hui semble s'être tournée la Russie? N'observe-t-on pas justement un basculement, non pas de l'Occident et du reste, mais véritablement de la Russie, des autres BRICS par exemple, et que la totalité des pays les plus isolés aujourd'hui serait probablement plus l'Occident que le reste du monde? Ta question, en fait, contient beaucoup des raisons pour lesquelles ce texte est important, même si en soi, il était utile pour essayer de comprendre l'incompréhensible, puisque la majorité des experts ne pensaient pas que Vladimir Poutine qu'il bluffait et qu'il n'allait pas se lancer dans une aventure de ce genre, du fait des risques et du coût. Et peut-être qu'on a un peu trop oublié dans les analyses qui ont précédé la guerre que d'abord, il y avait eu des signes annonciateurs multiples, d'une part, et puis d'autre part que sur des sujets sur lesquels interviennent des affects, et l'Ukraine, mais aussi la place de la Russie en Europe qui font partie du sujet, et bien sur ces sujets-là, quand les affects interviennent, les calculs stratégiques des Russes, les calculs coûts-bénéfices ne sont pas forcément des calculs froids, lucides, tels que nous, on pourrait se les représenter. Et il est important aussi, et là ça rejoint tes questions, parce qu'il pose plusieurs des thèmes qui, en fait, nous occupent depuis le 24 février 2022 et qui vont nous occuper, je pense, dans les prochaines années, puisque tu me posais la question de l'avenir de la relation avec l'Occident. D'abord, il est important, le texte, parce qu'il marque le fait que la Russie a déroulé son intervention militaire sous son parapluie nucléaire, qu'elle a une sanctuarisation agressive pour dissuader l'OTAN d'intervenir, ensuite pour calibrer le type de soutien des Occidentaux à l'Ukraine. Donc c'est quand même un cadre important sur lequel on n'a pas fini de réfléchir, d'autant plus que l'architecture de désarmement nucléaire s'est quand même passablement déconstruite ces dernières années, que maintenant se pose la question des armes nucléaires en Biélorussie. C'est quand même un nouvel élément dans le paysage stratégique en Europe. Un autre élément, c'est qu'il parle beaucoup des Européens et en des termes qui sont assez peu amènes.
puisque j'ai beaucoup parlé des États-Unis, mais pour ce qui nous concerne, c'est pas tellement agréable, puisqu'il nous décrit comme les satellites des États-Unis, des satellites qui se soumettent aux États-Unis, voire, je le cite, qui copient le comportement des États-Unis et acceptent avec enthousiasme les règles qu'ils proposent. Et je dirais que, vu des Russes, à tort ou à raison, c'est une des causes de la place désavantageuse, selon eux, de la Russie dans l'espace politique et de sécurité européen, et ça fait vraiment partie du sujet. Et c'est cette même perception qui a fait que la Russie a vu dans le partenariat oriental de l'Union européenne un projet géopolitique nuisible à ses intérêts. Et donc la question qu'on peut se poser dans ce cadre-là, c'est est-ce qu'on est bien armés, nous, Européens, dans ces conditions-là, pour gérer une relation avec la Russie qui s'annonce une relation d'adversité pour un temps assez long. Est-ce qu'on va rester suffisamment unis? Il y a quand même des fragilités dans le front uni, quand même assez solide, qu'on a opposé jusque-là à Moscou. Est-ce qu'on pourra faire sans les États-Unis? D'abord parce que parfois ça pourrait être souhaitable de faire sans les États-Unis, mais aussi parce que les États-Unis ne seront peut-être pas forcément toujours disponibles pour aider dans les contextes européens. Et puis enfin, dernière réponse à ta question, c'est que ce texte, il donne aussi l'impression que Poutine a eu une sorte d'intuition sur l'état d'une partie de l'opinion internationale vis-à-vis de nous, les pays occidentaux. Et la guerre nous a donné l'occasion de le vérifier un petit peu plus nettement, puisque si cette majorité mondiale dont parlent les diplomates russes semblait plutôt avec nous sur la condamnation de la guerre d'agression, ça je crois que c'est quand même assez net, et ben, ils n'ont pas été beaucoup avec nous sur une condamnation de Vladimir Poutine et pas avec nous sur les sanctions. Et dans ce même texte, donc, il dit « Ce dont je parle ne concerne pas que la Russie, il n'y a pas que chez nous que cela suscite des inquiétudes ». Et il déroule tout un certain nombre de sujets sur lesquels il sait qu'effectivement, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, eh bien, il y a des griefs qui s'expriment par rapport aux Occidentaux. Alors pour lui, c'est bien sûr une sorte de question de survie, parce qu'il faut d'abord éviter l'isolement international, il faut par la suite compenser les effets des sanctions occidentales en termes économiques, mais je pense que ça rejoint aussi cette histoire de nouvel ordre international qui est donc présent dans le titre de mon papier. Parce qu'on peut se demander si la Russie, quelque part, ne cherche pas son soft power ou n'a pas peut-être trouvé son soft power, avec une certaine vigilance que je pense on devrait avoir sur un thème qui devient assez structurant, je pense, dans la politique extérieure russe et dans ce contexte de relation avec le monde non occidental, qui est le terme de l'idée que la Russie serait un rempart face à nos efforts présumés, nous, pays occidentaux, pour imposer au reste du monde nos valeurs qu'il considère comme décadentes. Et ce qui m'avait frappé, c'est pas tellement ce discours, mais un autre discours sur la guerre qu'il avait tenu, c'était au moment des annexions, des référendums d'annexion. C'est aussi le moment où il annonce la mobilisation partielle en septembre 2022. Et dans ce discours, de manière assez incongrue, il parle de parent 1, parent 2. Donc, pour moi, alors ça peut prêter à rire, mais pour moi, c'est quand même assez intéressant. On voit que dans leur nouveau concept de politique étrangère qui a été publié en début d'année, dans toutes les directions géographiques qu'il évoque, Afrique, Moyen-Orient, Asie, la Russie, ses diplomates proposent aux pays de les aider à faire face dans la protection de leurs valeurs spirituelles et culturelles nationales, de les aider face à une pression occidentale. Et ça apparaît dans tout ce concept de politique étrangère. Et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut peut-être être assez vigilant, d'autant plus que dans les prochains temps, la Russie se sent quand même malgré tout en situation de vulnérabilité sur le plan militaire vis-à-vis de l'OTAN, dont elle voit que certains pays vont se rééquiper, d'autres ont annoncé qu'ils allaient faire un effort budgétaire au profit de la défense. Le flanc de contact avec la Russie est quand même renforcé. Même si aujourd'hui la Russie se porte mieux militairement sur le front, elle a quand même accusé de grosses vulnérabilités. Il va falloir rééquiper cette armée russe qui a aussi perdu des officiers en grand nombre. Et donc face à ça, il faut s'attendre aussi sans doute à une Russie qui va jouer sur des leviers de subversion, sans doute, plus d'efforts de déstabilisation. Et je pense que cet axe-là peut en faire partie
parce qu'elle va essayer de nous affaiblir de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur, en essayant de jouer une ligue de pays irrités face aux pays occidentaux, parfois pour de bonnes raisons, parfois ça peut se discuter, mais en tout cas c'est un point qu'il faut avoir en tête pour la suite. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on a à peu près le temps pour 10 minutes de questions-réponses. Donc voilà, levez la main. Je prendrai 2-3 questions d'un seul bloc. Et puis ensuite, on essaiera d'y répondre. Donc, monsieur là-haut. C'est vous. Allez, attends, le micro arrive. Bonjour. J'ai une question plutôt pour Madame Facon, hein. Oui. Mais quiconque répondra, ce sera très bien. C'est sur la récente opération militaire spéciale aussi du Venezuela dans l'Esquibo. Dans le cadre justement de cette réflexion sur le changement de l'ordre mondial impulsé ici par la guerre en Ukraine, est-ce que vous y voyez un lien direct ou non, sachant que le Venezuela est pas un allié, mais un associé de la Russie depuis un certain temps déjà. Merci. Ouais. Monsieur, oui, attendez. Ouais, vous pouvez commencer éventuellement dans ce cas. C'est un petit peu délicat pour moi parce que je connais assez mal le dossier en lui-même, mais c'est vrai qu'une des craintes que l'on a pu avoir par rapport à l'opération militaire spéciale russe, et c'est une des raisons pour lesquelles, je pense, la réaction des pays occidentaux en soutien à l'Ukraine a été assez, et aussi en punition, si j'ose dire, de la Russie a été assez vigoureuse. C'était justement ne pas laisser s'installer l'idée d'une permissivité internationale. Donc, je pense qu'évidemment, on pensait surtout à regarder à ce que la Chine nous regarderait dans nos réactions et qu'il ne faudrait pas que ça lui donne des idées sur Taïwan si notre réaction était trop molle. Mais je pense qu'il y avait l'idée, d'une manière générale, voilà, de mettre des barrières et de montrer que voilà, un comportement de ce type ne pouvait pas être accepté sur la scène internationale. Après, sur l'idée qu'il pourrait y avoir la main russe, si c'est un peu le sens de votre question derrière cette affaire-là, je n'en sais rien parce que je n'ai pas assez regardé ce dossier. Mais il est vrai que d'une manière générale, mais je ne veux pas du tout aller dans le sens d'une main russe parce que j'en sais strictement rien à ce stade, mais d'une manière générale, effectivement, il faut regarder de près les événements internationaux qui semblent sortir un peu de nulle part à l'avenir parce que, oui, on peut supposer, on l'a vu en Afrique ces derniers temps, que la Russie essayera de pousser des dossiers qui sont susceptibles de nous poser des problèmes. Mais je ne peux absolument pas vous dire si celui-là est arrangé dans cette catégorie. Effectivement, c'est assez révélateur de la contestation un peu généralisée de l'ordre international. Et on voit bien que, alors que le monde a les yeux rivés sur la guerre en Ukraine et puis aujourd'hui sur la guerre Israël-Hamas, en fait, il y en a qui en profitent, qui saisissent des opportunités. Et donc, effectivement, vous parlez de ce conflit-là qui pointe son nez entre le Venezuela et puis le Guyana. On peut citer naturellement le Haut-Karabakh, avec l'Azerbaïdjan qui en 24 heures a réglé un problème qui durait depuis des décennies. Donc voilà, et puis c'est passé un peu comme une lettre à la poste, fait accompli, quoi. Donc c'est assez révélateur effectivement du monde actuel et cette contestation de l'ordre international. Oui, bonsoir. Je comprends que l'analyse a été faite sur 2022 dans le cas de l'Ukraine, mais vous mentionnez en aucun cas de Wagner et notamment son influence et Yevgeny Prigojine, finalement son patron, qui était finalement considéré comme finalement le bras droit de Poutine à un moment donné. Oui, c'est vrai que mon sujet était plus tourné sur les aspects internationaux. Alors, après, si on regarde l'avenir de la relation, on a une Russie qui essaye de fourbir ses armes et de se consolider en interne. Et je crois que le sort de M. Prigojine, après ce qui s'était passé en juin, même s'il y a eu un petit temps en retard, mais je pense qu'il fallait quand même gérer un petit peu les actifs de M. Prigojine un petit peu partout dans le monde et gérer sa succession en quelque sorte. Mais voilà, je pense que ce qui lui est arrivé est un petit peu aussi une façon pour le pouvoir russe de se reconsolider, sachant que voilà, la Russie se prépare sur un temps long. Je pense que le régime veut montrer qu'il est solide. Il a envoyé un certain nombre de signaux. L'opinion publique, malgré tout, je pense, même si c'est toujours difficile de la mesurer dans le contexte actuel,
semble plutôt garder son soutien, et pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, l'opinion publique russe, elle est entretenue dans l'idée depuis maintenant plus de 15 ans que l'Occident veut lui mettre la pression et veut affaiblir la Russie. Donc, mais c'est vrai que dans le contexte de cette guerre, le régime, sans doute, est plus fragile qu'il n'était initialement, mais peut-être pas au point où nous aimerions qu'il le soit. Ça, je crois que... Voilà, je pense que du côté des militaires, on a eu le sentiment qu'effectivement, une partie de l'armée n'était pas forcément en désaccord avec Prigojine sur le fait que cette affaire avait été très mal menée et que... sans s'en prendre nécessairement au chef de l'État. En tout cas, ils auraient bien aimé pouvoir se débarrasser du chef de l'État-major et du ministre de la Défense. On sait qu'il y a eu des sortes de mini-purges ou en tout cas des disgrâces au sein de l'appareil militaire. Le régime est moins solide sans doute qu'il l'était au 23 février 2022. Mais encore une fois, il a quand même un socle qu'il a savamment cultivé au fil des ans. Et donc, je pense qu'il ne faut pas forcément compter sur un effondrement soudain et rapide. Et avec une tendance un petit peu préoccupante, qui est que je ne suis pas persuadée que si aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, mort naturelle ou mort pas naturelle, ou je ne sais pas quel épisode en Russie, qui ferait que Vladimir Poutine ne serait plus président de la Fédération de Russie. Je ne suis pas persuadée que ce serait au profit de forces modérées, prêtes à renouer les liens et apaisées avec les pays occidentaux, parce que ce qu'on a entendu le plus dans ce contexte, et que je pense que Prigojine l'incarnait assez bien, il n'est pas le seul, c'est plutôt les plus ultras que Poutine, qui en gros considèrent que les Russes n'ont pas mis assez militairement pour régler ce problème, qui étaient les plus actifs à demander aussi à mettre le nucléaire sur la table, etc. etc. Donc voilà, je pense que c'est normal que nous projetions des souhaits par rapport à une évolution en Russie qui serait plus conforme à nos attentes en termes de stabilité en Europe, etc. Mais voilà, parfois on se trompe aussi pour ça, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup n'avaient pas vu arriver finalement, ou ne voulaient pas croire que Vladimir Poutine allait lancer cette opération le 24 février 2022. Dernière question, puis ensuite on passera Pardon, merci, Serge de Klavnikov, je suis président de l'ASAF. J'ai une question sur un mot qui n'a pas été prononcé encore, ou n'a pas eu le temps, c'est l'Europe. On discute beaucoup dans la complexité des conflits, en particulier l'Ukraine, Gaza et d'autres dans le monde, des rapports de force, mais ma question est simple. S'il y a un perdant, on ne connaît pas les gagnants des conflits, mais on connaît peut-être déjà des gagnants. Où est la place de l'Europe dans vos propos, dans votre réflexion? Est-ce qu'à ce stade aujourd'hui, l'Europe a une chance de se renforcer, ou est-elle encore en train de démontrer son impuissance? Merci. Alors, je vais répondre déjà par une pirouette en disant que là, vous n'avez que 3 des 20 auteurs, et qu'au contraire, dans cette année de la défense nationale, vous avez plusieurs contributions qui font la part belle à l'Europe. Vous avez une très belle contribution de Sven Biskop sur justement où en est la boussole stratégique, ce qu'elle signifie. Et Sven remet en perspective et inscrit cette boussole stratégique dans ce que l'Europe souhaite faire, et montre bien que, bien qu'il y ait certaines limites, cette boussole stratégique est loin d'être inintéressante, pour une raison toute simple, c'est que pour la première fois, vous avez des Européens qui sont d'accord sur la qualification des menaces. Et ça fait depuis longtemps qu'on n'y était pas arrivé. Vous avez aussi plusieurs belles contributions sur, notamment, je salue en plus il est dans la salle, de Richard Laverne, sur toute la partie, la manière dont l'Europe s'est adaptée. Est-ce que Richard, vous êtes là? Voilà. Vous saluez au moins directement, parce que vous avez comme une belle contribution sur la façon dont l'Europe s'est adaptée, et notamment adapter sa politique énergétique en sanctionnant la Russie et en s'adaptant. Donc en gros, l'Europe n'est pas qu'une patrie simplement, comme aurait dit Joseph Borrell, d'herbivores dans un monde de carnivores. Et puis vous avez la contribution aussi, par exemple, aussi de Barbara Kunz, qui montre comment est-ce que les pays nordiques se sont réveillés un petit peu de leur neutralité. Donc je vous invite finalement, et je vais profiter de cela pour directement passer à un instant, on va dire promo. Vous allez pouvoir désormais acheter, si vous le souhaitez, l'ADN. Je terminerai en vous remerciant, en précisant 3 petites choses et en guise de conclusion. D'abord, avec ADN, nous vous proposons véritablement de regarder ce qui est structurant pour nous, ce qui est important pour notre place,
ce qui est important pour notre défense européenne, mais aussi française. Vous y voyez finalement 3 choses. D'abord, les tendances longues et les opportunités. On y voit le monde finalement tel qu'il est et pas tel qu'on le souhaite, pas tel qu'on le rêve, avec les conséquences sur les modèles sociaux, les modèles politiques et le modèle bien évidemment militaire. Et puis bien évidemment, on y dessine quelquefois un peu le sens de l'urgence et donc des choix à faire. Nicolas le précise, hein, l'important c'est aussi de mettre en place des stratégies, de les opérationnaliser, d'éclairer les décideurs politiques et la communauté de défense au sens le plus large possible, puisque vous en faites finalement aussi partie, pour justement prendre en compte et comprendre quels sont ces bouleversements stratégiques. Je voulais aussi, et permettez-moi de la saluer sincèrement, je voulais remercier Annie Jaffalian qui a porté ce projet ADN. Annie, s'il te plaît, parce que sans elle, il n'y aurait pas ADN. Donc je vous remercie. Et sur ce, écoutez, mes chers auteurs, Julien Malizard qui est aussi présent, Richard, si vous voulez nous rejoindre, comme ça vous pourrez aussi signer votre partie pour ceux qui voudraient acheter l'ADN. Madame, je vous laisse la parole.